Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce premier numéro de décryptage pour le compte de cette semaine. Je vous l'ai dit à l'entame de Matin d'Éden, au menu de ce numéro de décryptage, c'est bien le sujet que voici, Corse-Lépi, Sénat, et le 28 avril 2019. Que retenir du calendrier électoral? Mais avant d'aborder le calendrier électoral, eh bien, on va démarrer par les activités des deux précédentes instances dont j'évoquais le nom tout à l'heure, le Corse-Lépi et la Sénat, justement. Vous le savez, hein, depuis le 28 avril 2019, c'est connu, c'est la date choisie par le chef de l'État pour convoquer, si vous le voulez, le corps électoral. C'est du moins l'actualité, l'une des principales actualités à l'issue du conseil des ministres mercredi dernier. Et on retient la date, le 28 avril 2019. Eh bien, nous serons. Le corps électoral sera. Les Béninois seront aux urnes si vous le voulez. Mais avant, il y a eu forcément des préalables. Allons maintenant dans les coulisses du Corse-Lépi. Enfin, Corse-Lépi, je veux dire, saison Yarouédéou. Alors, pour comprendre ce qui a été fait et peut-être les recommandations à faire justement à cette instance pour les fois à venir. Pour faire l'exercice, je vous l'ai dit, c'est bien Omar Salouf. Il est rédacteur en chef de Émergence Info. Bonjour Omar. Bonjour Loris, bonjour à tous et à toutes. Face à vous, Arnaud Toumarou. Inutile de vous présenter davantage. Vous êtes journaliste au sein du groupe de presse Fraternité. Bien évidemment, vous passez aisément de la plume au micro et à la caméra. Bonjour Arnaud et merci de la disponibilité. C'est moi. Alors, je disais, j'appelais tantôt, c'est ce Corse saison Yarouédéou. Que peut-on retenir, je dirais, des démarches ou des activités du Corse janvier Yarouédéou? Je crois que il faut d'abord saluer le fait que le Corse Yarouédéou a su rester dans les délais en termes de livraison de la liste électorale. Parce que vous savez que, de par le passé, les Corses nous ont habitués à des scénarios bizarres. Excusez du peu, c'est donc que généralement il a souvent fallu la pression populaire, il a même fallu parfois que la Cour constitutionnelle balaie toute une équipe de Corse-Lépi à cause des débats de cette institution-là. Je crois que pour une fois, on n'a pas eu droit à ça. On a, bien qu'il y ait une minorité au niveau du bureau, en tout cas de la composition de cette équipe-là, une minorité qui se sent plus sentie au niveau de l'Assemblée nationale. Cette minorité-là, quand même, a pu s'entendre avec la majorité au niveau du Corse-Lépi pour que les deux composantes-là puissent nous livrer la liste électorale. Je crois que c'est aléatif et c'est bien pour la démocratie béninoise. Sauf que, juste là, vous savez que en fait, le 15 janvier au plus tard, on doit avoir la LEPI. Nous l'avons eu. Nous l'avons eu la LEPI le 15 janvier. Le 16. Oui. Ils ont transmis la liste le 16. Ils sont restés dans les délais. Et ils doivent déposer le tablier le 31 de ce mois-ci. Et on espère donc que la seconde phase des grands va bien se passer parce que distribution des cartes. La confection et la distribution des cartes d'électeurs. Parce que, regardez la loi, quand tu n'as pas de carte d'électeur, tu n'es pas électeur. On peut avoir la liste électorale ici, on n'a pas de carte, on ne peut pas voter. Et pour cette carte-là, il faut qu'il y ait les nouveaux majeurs. Les nouveaux majeurs qui ont désormais intégré la liste électorale. Ces nouveaux majeurs-là, on doit relever là une partie de la série d'interrogations. Oui, les nouveaux majeurs doivent pouvoir récupérer les cartes d'électeurs. Eux, ils n'en avaient pas. Donc, c'est après les élections les dernières élections qu'ils ont eu, ils ont atteint l'âge de la majorité. Donc, on doit pouvoir leur établir des cartes d'électeurs. Et au-delà de ceux-là également, il y a eu ceux-là qui ont intégré le fichier et qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour ce fait qu'ils n'étaient pas les omis. Ceux qui étaient omis et qui ont certains, vous savez que certains ministres avaient saisi la Cour constitutionnelle et d'autres personnes qui ont saisi la Cour constitutionnelle pour se faire intégrer conformément aux dispositions du Code électoral dans
le fichier électoral. Ceux-là également doivent pouvoir obtenir leur carte d'électeur. Et la troisième catégorie de personnes qui doivent bénéficier des cartes d'électeurs, c'est ceux qui ont perdu les cartes d'électeurs et qui veulent se faire confectionner un duplicateur. Et je crois que c'est à ce niveau-là également que la communication manque toujours, parce que vous savez que on n'a pas toujours, après chaque élection, nous rangeons les cartes. Ah oui. C'est ça qui est dommage. Si la carte ne sait pas, peut-être avec la carte ravie, pour pouvoir peut-être faire d'autres conserves, d'autres en perdre. Oui, parce que si juste on doit pouvoir, à la fin d'une élection, aller ranger la carte, c'est pas bien, c'est pas trop bien, non? Et c'est à cause de cela d'ailleurs qu'on perd cette carte-là. Donc, c'est la troisième catégorie de personnes qui doivent également bénéficier des cartes d'électeurs, ce sont ceux qui ont perdu les cartes et qui en ont fait formuler la demande au niveau de recevoir le carte. Donc tout cela ensemble, on va pouvoir espérer que le COS puisse poursuivre sur le bon chemin là et que la distribution de cartes d'électeurs ne pose pas de soucis. Arnaud Nomarou, vous avez évoqué une bonne partie des interrogations que tout le monde partage. Ça je vous le souffle tout de suite. Mais, et vous avez, dans votre chute, relevé, je ne sais pas, si c'est ce COS janvier à opté pour la normocommunication. Il me semble que cela doit être jusqu'ici le COS le plus discret que l'on ait connu. Oui, au début de son intervention, il disait que pour une première fois, ce COS-là travaillait avec diligence et à respecter les délais et que les choses sont allées normalement et sans grincement de dents au niveau de la population, sans revendication au niveau des membres du COS-LEPI. Cela explique-t-il cette grosse discrétion? Non, vous savez, je voulais faire la liaison entre ce COS-là et le gouvernement en place actuellement. Vous savez, cela, à mon avis, est favorisé par la disponibilité de ce gouvernement-là à mettre d'abord les moyens en place et à coacher comme il le faut pour que le COS en question travaille en bonne et due forme, travaille pour la mission pour laquelle il a été installé. Quand vous parlez de normocommunication, vous savez, quand vous êtes... le gouvernement n'est pas systématiquement le parrain ou... le COS ne dépend pas exclusivement du gouvernement. Je ne l'ai pas dit non plus. Mais le gouvernement imprime un certain mode de fonctionnement au COS-LEPI sans pour autant s'immiscer, sans pour autant s'ingérer dans les affaires du COS. Maintenant, par rapport à la communication ou au défaut de communication, c'est peut-être parce que les Béninois sont déjà habitués au COS-LEPI et que moi, j'ai aussi constaté une chose. J'ai constaté que les gens estiment que, bon, c'est toujours la même chose. C'est ce COS-là, c'est cette LEPI-là qu'on avait faite il y a 10 ans, il y a 5 ans, c'est toujours la même chose. Et quand on va voter, c'est toujours eux qui restent là-bas et qui font le jeu qu'ils veulent. Même si on va voter, c'est ceux qu'ils veulent qu'ils mettent à la tête du pays. J'en ai beaucoup entendu parler. Est-ce qu'il faut parler de désintéressement de la part des populations par rapport à la chose électorale? C'est une grosse interrogation. Est-ce qu'il faut dire que c'est le défaut de communication qui fait que ce COS-là n'a pas réussi à convaincre les populations? Parce qu'il faut aussi avouer que quand il n'y a pas une certaine communication, les populations n'arrivent pas à faire la différence entre les étapes ou les différents recensements ou tout ce qu'il faut. Les gens confondent RAVIP avec COS-LEPI, avec la LEPI. Les gens confondent le recensement national de l'agriculture qui se fait actuellement. Et c'est-à-dire que les populations estiment que, bon, j'ai déjà fait le RAVIP la fois passée, donc ça ne vaut plus la peine de faire la LEPI, comme si c'était les mêmes choses. Maintenant, il fallait qu'on communique, il fallait qu'on leur dise que c'est des choses différentes. Tel instrument va servir à tel aspect du développement.
la LEPI, c'est pour aller aux élections. Il fallait qu'on leur explique tout ça. Maintenant, c'est ça qui a fait défaut, effectivement. Et puis, nous en sommes là. Nous espérons que durant les étapes prochaines, la communication va se faire et que les populations vont sortir pour prendre leur 4 parce que comme il l'a dit, on a beau avoir 5 millions d'électeurs, quand il n'y a pas les 4 d'électeurs, il n'y aura pas effectivement d'électeurs. Très bien. Arnaud Oumarou, lors de ces nombreuses sorties face aux médias, où on a entendu le président du COS, Janvier Arweliou, saluer le chef de l'État, saluer le gouvernement pour, je dirais, sa collaboration ou pour leur avoir alloué le fonds nécessaire pour le fonctionnement du COS LEPI. Mais il a fallu la récente descente de l'opposition, de certains représentants de l'opposition, pour comprendre cette, je dirais, cette phrase, à travers cette phrase antithétique qui vient remettre en cause ce qu'a toujours dit le président du COS LEPI, lui qui avait reconnu qu'il avait bénéficié de moyens nécessaires pour fonctionner. Eh bien, il a du coup reconnu maintenant que voilà, il y a eu déficit de moyens et que ce qui explique la vétusté de certains matériels, ce qui explique aussi la réduction je dirais, du délai de sensibilisation et autres. Qu'est-ce qui explique ce comportement antithétique de la part du président Janvier Arweliou? Bon, il faut dire que je n'ai pas suivi la vidéo lors de sa déclaration où il disait qu'il y avait assez de moyens, parce que je crois que aucune institution, en tout cas toutes les institutions subissent la rigueur imprimée par le régime de la rupture. Vous savez que récemment, le budget également de la Sénat a été revu à la baisse, où on parle de 5,5 milliards désormais. J'ai entendu dire que lors d'une de ces sorties, la vice-présidence de la Sénat, la magistrate Bokanadjo, avait dénoncé la chose du fait qu'on a réduit le budget de près de 2 milliards de francs CFA. Ça veut dire que les budgets ont été revus un peu à la baisse. Et je me suis dit, peut-être que cela a également agi sur la question de le président ne l'a jamais relevé. La communication. Non, mais vous savez que le président, il est d'abord un acteur politique. Oui. Le jour du dépôt... Il aurait pu monter au créneau et relever... Il y avait des membres de la majorité présidentielle. Et je crois que s'il y a des débats à faire, il peut le faire en intelligence avec le ministre de l'économie et des finances. Donc je crois que en principe, on ne peut pas être membre de la majorité présidentielle et ne pas pouvoir quand même aller négocier. C'est la classe politique de l'opposition, en tout cas, qui généralement monte au créneau pour dénoncer. Et dans ce cas, curieusement, c'est pour ça qu'il dit que pour une fois, on n'a pas eu assisté à cette pagaille-là. Dans ce cas, curieusement, les acteurs, même de franche collaboration entre le gouvernement et ce COS. Non seulement entre le gouvernement et ce COS, mais à l'intérieur de ce COS-là, on n'a pas vu vous avez à l'intérieur de ce COS un certain Mitokpe qui pouvait sortir, faire des déclarations sur le COS LEPI. On n'a pas eu droit à ça. Vous avez au niveau de ce COS-là, l'honorable de l'Union fait la Nation, là, déjà... qui est... son m'échappe là. Mais c'est des acteurs quand même qui ont l'habitude quand même de porter la parole, de relever. Mais cette fois-ci, on n'a pas eu droit à ça. Ça veut dire que peut-être qu'on a eu le juste ce qu'il faut, pour faire un travail. Et c'est d'ailleurs ça est ressenti au niveau de la communication. Vous avez vu, c'est récemment, on a commencé par mettre sur les forums WhatsApp, vous lisez, on met, obtenez votre carte d'électeur, et on met un numéro en bas à joindre. Oui, les quelques rares informations qu'on a eues, c'est sur WhatsApp. C'est ça le problème. Ce COS-là avait déjà manqué de communiquer. Et on risque d'assister à ça en termes du nombre d'électeurs, de participation à ces élections-là, parce que justement, si beaucoup ne sont pas détenteurs de la carte d'électeur, on va pouvoir le taux de... on va chuter, bien que le nombre d'électeurs augmenté au niveau du fichier électoral, on peut constater qu'il n'y aura pas forcément une forte participation à ces élections-là. Alors, Omar Salouf, nous n'avons pas constaté la communication requise. Maintenant, que retenir
du délai, j'allais dire, non seulement du délai, mais du démarrage de la distribution des cartes d'électeurs. Vous n'êtes pas membre du COSLEPI. Oui, je ne suis pas membre du COSLEPI. Mais c'est la question que chacun se pose. Oui, je me pose aussi cette question. Je me demande à quand, puisque nous sommes déjà à une dizaine de jours de la fin, à moins d'une dizaine de jours de la fin de ce mandat-là. Je me demande si ce COS-là va remettre la distribution des cartes à la Sénat, par exemple, ou à une autre institution, je ne sais pas. Mais jusqu'à présent, on n'a pas encore l'information que la distribution des cartes va démarrer tel jour. On ne sait pas encore. Je ne sais pas s'ils ont déjà recruté du personnel pour le faire. Je ne sais pas s'ils ont déjà impliqué les chefs villages, en tout cas les élus locaux, pour la mobilisation des populations. C'est des questions que je me pose aussi. Jusqu'à présent, on n'est pas encore informé. Nous espérons que d'ici là, les choses vont démarrer et que le problème et que la discrétion, la diligence dont a fait preuve ce COS-là jusqu'à présent ne serait pas remise en cause, par ce défaut, ce problème de distribution des cartes. Nous espérons vivement. C'est tout ce qu'on peut dire, sinon que nous attendons et qu'on verra la suite. On verra si ce COS-là ira à la fin, jusqu'à la fin sans aucun grincement dedans. Il y a déjà une certaine cohésion malgré les colorations politiques différentes. Il y a déjà une cohésion au sein de l'équipe. C'est ce qui est souhaitable, c'est ce qui doit être toujours souhaité pour des institutions du genre parce que c'est l'intérêt supérieur de la nation, comme on le dit. Donc nous espérons que la suite du processus se passera sans problème. Il y a une cohésion, vous avez dit, mais on peut parler de cohésion extérieure. On continue de croire en cette cohésion à l'interne. On n'est pas dans le secret des dieux. Toujours est-il que des informations, nous continuons de scruter les informations. Cette cohésion que nous lisons de l'extérieur peut ne pas témoigner de la cohésion à l'interne. Oui, je crois que si cette raison que nous lisons à l'extérieur, s'il n'y avait pas réellement quelque chose au moins à l'interne, on le saurait tout de suite, puisque nous l'avons vu depuis par le passé. Et vous voyez que, vous observez bien qu'à chaque activité quand même du COSLEPI, il y avait les deux bords. Il y avait à la fois les acteurs de la mouvance puis les acteurs de l'opposition qui siégeaient. Même la dernière fois, lors de la remise officielle du fichier électoral au président de la Sénat, j'ai observé la présence de l'honorable Mitokpe dans la salle et d'autres. Donc c'est pour dire qu'à chaque fois, j'allais parler de l'autre Léon Basile Rossi, qu'on connaît très bien, qui n'a pas, en tout cas, qui a l'habitude de dénoncer quand ça ne va pas. Et qui n'en a pas fait encore. Mais pourquoi vous tirez à ce qu'il y a quelque chose? Je ne rêve pas de ce qu'il en fasse plus tard. Mais nous sommes quand même on attend le 31. C'est vous dire qu'il a encore tout le temps de le faire. On ne va pas souhaiter que... Non, je le souhaite on va quand même souhaiter que cela arrive. Mais ça vous dit que quand vous avez des gens comme Léon Basile Rossi au niveau des Corses qui ne fait pas de déclarations, qui ne sort pas, et que j'ai observé lors de certaines activités du COS, toujours présents, il faut remarquer quand même que ils ont quand même à un certain niveau pu s'entendre pour pouvoir conduire les travaux du COSLEPI, même si lors de la remise officielle de la liste aussi, le président de la Sénat relevait cela, disait que je sais les difficultés que vous avez connues, vous avez rendu assez de difficultés en matière de moyens et autres, mais vous avez tenu bon. Vous voyez, donc ça veut dire que quelque part, on n'a pas eu suffisamment de moyens, mais on a pu quand même relever les défis. Et c'est pour ça qu'on va quand même souhaiter également que la Sénat relève les défis. Parce qu'on ne va pas nous dire après que non, c'est parce qu'on n'a pas eu suffisamment de moyens qu'on n'a pas pu réussir les choses comme cela se doit. 5,5 milliards, c'est pas rien, c'est pas rien. Il y a des Sénats qui ont moins que ça, on a des élections dans ce pays. Et moi, je me suis souvent dit qu'en matière de réduction du coût des élections, il faut qu'on puisse trouver les leviers sur lesquels agir pour véritablement les élections puissent coûter moins cher dans ce pays. Vous voyez, à la fin de la conférence budgétaire entre les acteurs impliqués,
dans la gestion des élections et le ministère des Finances, il y a le président de la Sénat qui disait que, bon, éventuellement, s'il y a des choses qui ne sont pas prévues, il faudrait compter sur la disponibilité du ministère des Finances à faire un complément par rapport au budget. Et au ministre lui répondre également que, étant donné que nous avons tout prévu, j'aurais souhaité quand même qu'il n'y ait pas de débordement. Ouais, donc c'est que chacun est resté un peu dans son couloir pour dire mais non, l'autre dit mais non, éventuellement, le ministre dit non. Comme on a tout prévu, j'espère qu'on fera en sorte qu'on puisse tenir dans cette fourchette-là par rapport à ce qui a été prévu. Donc, on va souhaiter également qu'il ne faut pas qu'on puisse compter d'abord sur les éventualités. Il faut que la Sénat puisse faire également comme le COS-LEPI et qu'on puisse avoir les élections, de bonnes élections avec les moyens mis à disposition. Très bien. Arnaud Doumarou, vous avez enclenché déjà sur la deuxième partie, mais avant d'aborder la Sénat, je voudrais lancer un appel au COS-LEPI. Pas seulement au président du COS-LEPI, mais à tous les autres membres, et qu'en attendant, je dirais, le démarrage de la délivrance des cartes d'électeurs, eh bien, que l'instance communique, rassure les différentes parties, comme vous l'avez bien souligné à l'entame de vos propos liminaires, les nouveaux majeurs, ceux qui en ont perdu et ceux qui sont en attente maintenant d'en recevoir encore de neuves, justement. Donc le COS-LEPI communique et rassure justement les citoyens sur non seulement sur la date de démarrage et sur les comportements à adopter, les réflexes à avoir pour ceux qui détiennent encore sur eux les vieilles cartes, les nombreuses anciennes cartes LEPI. Je ne vous apprends rien, on en a eu. Et en principe, on devait déjà quand même cette semaine avoir le démarrage quand même de la distribution. Parce que quand même les nouveaux majeurs, on les connaît déjà. On pourrait déjà prévoir que ceux-là quand même puissent commencer. Parce qu'on fait après, on dit bon, tout le monde n'a pas eu de carte d'électeur, on va déposer des cartes d'électeurs au niveau de la Sénat. Donc je crois que j'espère qu'ils feront diligence comme ils l'ont bien fait pour bien finir en beauté, pour que une fois les Béninois puissent se dire ah, nous avons eu un COS, le COS Yaoundé quand même qui a marqué une certaine différence. Il faut déjà, avant le 31, décerner déjà un satisfecit au président pour son management, parce que vous avez dit, il y a eu toutes les sensibilités. On aurait pu assister à des sorties, mais on n'en a pas eu. Donc, déjà à ce niveau, il y a eu un bon travail qui a été fait. Il a pu contenir son groupe jusqu'à ce niveau. Et on le souhaite jusqu'à la fin, justement, de son mandat. Alors, revenons maintenant à l'autre grosse institution, la Sénat. Vous en parliez tantôt déjà, Omar Salouf. La Sénat, à elle revient maintenant, je dirais, l'autre grosse tâche. Maintenant, en ce moment où l'on est déjà fixé sur la date de la convocation du corps électoral. Oui. Que reste-t-il à cette instance? Il reste à cette instance, vous savez, c'est désormais une Sénat permanente, une Sénat qui travaille tout le temps, ce n'est plus une Sénat à mission, une Sénat ad hoc qui s'installe et qui rend tablier juste après les élections. C'est une Sénat permanente, donc. Et cette Sénat-là n'a pas attendu l'approche des élections avant de commencer à organiser les élections. Cette Sénat-là sait depuis plusieurs années qu'il y a des élections en 2019, il y a des élections en 2020 et il y a des élections en 2021. Et donc, sans doute, prend déjà ses précautions, a pris ses responsabilités depuis plusieurs années pour que la Sénat permanente qu'on a toujours souhaitée marque la différence entre les autres Sénats qui, par moment, par le passé, font parfois preuve d'amateurisme, font preuve de beaucoup d'autres choses qui ne rentrent pas en droite ligne de notre souhait à organiser les élections dans la paix, dans la transparence et tout. Et donc, cette Sénat transparente-là doit savoir que dès l'instant qu'elle a reçu la liste électorale, elle doit mettre tout en place pour que ce soit les agents électoraux, que ce soit le matériel sensible, que ce soit le matériel lourd, que ce soit les postes de vote et autres, que tout ça soit, et que les postes de vote soient véritablement cartographiés, qu'ici doit avoir de nouveaux postes de vote, s'il doit avoir de nouveaux centres sur l'étendue du territoire national. Cette Sénat-là doit être en mesure, à la date d'aujourd'hui, de nous dire que tout ça là est déjà fait.
Et cette Sénat-là doit être en mesure de nous dire que si ce n'est pas encore fait, les agents électoraux sont en train d'être recrutés ou s'ils sont déjà recrutés, et les agents électoraux du département jusqu'à la petite cellule d'arrondissement ou de village, et que tout ça là doit être fait. Je ne vous arrête pas, Omar Salouf, Oui. puisque vous l'évoquiez, vous l'avez sûrement lu sur les réseaux Oui, sociaux. justement. Je crois ce Justement, week-end, oui. la Sénat, même si ce communiqué n'est pas signé, C'est une fausse. le communiqué porte quand même le nom du président de la Sénat. Oui, vous savez que les réseaux sociaux, vous savez que ce communiqué l'Internet, qui vient corriger cette intoxication. tout est possible. La Sénat peut ne pas faire un communiqué, on va dire que c'est la Sénat qui a fait le communiqué, mais elle n'est pas quand même signée. Et je me rappelle dans un forum... Il y a aussi un doute sur l'authenticité. On ne sait pas si le premier communiqué qui a demandé le recrutement d'agents électoraux est de la Sénat. On ne sait pas si le second communiqué aussi est de la Sénat, mais je me souviens dans un forum, quelqu'un a dit qu'il fait foi au second communiqué parce que ça porte au moins le drapeau béninois, ça porte les attributs de la Sénat et que lui fait foi à ça et il s'en tient à cela. Mais de toutes les façons, ce n'est pas signé du président de la Sénat. Et donc, c'est toujours le défaut de communication là et qui se pose parce que c'est vrai. Quand des communiqués circulent sur la toile, le président d'une institution n'est pas obligé d'appeler une conférence de presse. Mais il fallait que peut-être le communiqué soit signé en bonne et due forme et qu'on nous rassure par les voies les plus autorisées que par les canaux officiels. Par les canaux officiels, que le précédent communiqué n'émanait pas de la Sénat et que effectivement les choses se poursuivent. Et que aussi, dans les heures ou dans les jours à suivre, les diligences seront faites pour que les agents électoraux... Parce que, on a toujours observé aussi que, par le passé, c'est presque à la veille des élections qu'on recrute, qu'on forme les agents électoraux. Et vous savez, tout ce qui se passe, c'est le jour même de l'élection on constate que tel agent n'est pas arrivé et qu'il fallait le changer, ou bien que les présidents ou ceux qui sont chargés, qui sont chargés des démembrements de la Sénat dans les communes, dans les départements, s'arrangent pour que tel agent ne soit pas là, pour qu'il soit remplacé par tel autre. Et donc, il y a beaucoup de problèmes que cette Sénat-là pourrait régler parce qu'elle est permanente, parce qu'elle a eu les moyens, même si elle estime que ce n'est pas suffisant, elle a quand même eu les moyens à temps. 5 milliards, ce n'est pas petit effectivement. On peut serrer les choses afin que chaque agent soit placé à son poste, chaque agent soit traité en bonne et due forme et que l'élection surtout se passe en toute sérénité. Alors, une élection paisible, ce n'est pas simplement quand la population a sa carte et va voter. Une élection paisible, c'est quand la population est rassurée que le vote qu'elle est en train de faire doit être pris en compte et que dans la suite du processus, dans le dépouillement et tout ce qui suit là, tout se fait dans les règles de l'art. Et donc, ça aussi rentre en ligne de compte d'une élection transparente et paisible pour la population. Très bien. Omar Salouf, Arnaud Domarou, on va se permettre d'ouvrir une petite parenthèse. On en a fait tout à l'heure quand il était question du COSLEPI. On a évoqué le déficit de communication. Ici encore, on ne parlera pas de déficit de communication, mais puisque WhatsApp tend à disputer réellement la place aux canaux officiels de communication, est-ce que les différentes instances de la République ne vont quand même pas finir par créer au fait leur groupe WhatsApp officiel, quitte à nous balancer les infos dessus, puisque les premières vraies ou fausses informations maintenant nous parviennent toujours par WhatsApp. C'est vrai, c'est en fait une belle observation. Vous savez que au niveau de la direction de la communication gouvernementale, avec notre aîné Philippe Bédi, il y a un forum, presse PR,
presse PR. Et sur ce forum, nous avons certaines informations. Et également, il y a des sites, le site du gouvernement, que ce soit par Facebook ou en tout cas les autres canaux digitaux, qui permettent quand même aux gens de s'informer. Et lorsque vous parlez de la Sénat, je ne sais pas, je me suis souvent posé la question de savoir quel intérêt les gens ont à fabriquer des communiqués à la place de la Sénat. D'abord, nous avons eu droit à un faux calendrier électoral qui a circulé sur les réseaux sociaux. Il a fallu que nous appelions... Avant cela, de faux budgets. De faux budgets. Du COSLEPI, de la Sénat. On a d'abord appelé la Sénat pour savoir est-ce que nous avons le calendrier électoral. Et on a dit non, ce n'est pas le calendrier électoral. La dernière fois, vous entendez le président de la Sénat qui dit mais on n'a pas encore fait le calendrier électoral parce qu'on attendait que la liste électorale. Et justement, on a besoin de la liste électorale pour savoir où est-ce qu'on va. Et pour que la Sénat puisse prendre les décisions qu'il faut. Et c'est un fait qui devient de plus en plus perturbateur. Perturbateur, mais je n'ai pas compris. C'est que quelques minutes d'une émission et autre, c'est désormais très difficile de s'appuyer sur certaines informations. Je me suis demandé pourquoi les gens... C'est pas ça se justifie. Vouloir forcément fabriquer des communiqués. Parce que parfois on s'appuie sur ces faux communiqués, sur ces fausses informations pour pondre soit un commentaire et autres, ne sachant pas au fait que c'est de l'intoxication. Oui, c'est pourquoi notre rôle est... Chers amis, vous savez, ces informations-là circulent souvent parce que, à mon avis, les gens sont dans une certaine attente de la vraie information. Et puisqu'ils ne l'obtiennent pas à temps, ingénieux ils sont, ils fabriquent cette information-là. La fausse. La fausse, pour qu'on vienne maintenant monter au créneau pour donner la vraie. Et ce sera pour eux l'objectif atteint. Parce qu'ils ont fait circuler la fausse information, ils ont finalement eu la vraie information. Parce que depuis longtemps, on n'a pas eu le budget de la Sénat. Il faut fabriquer un budget et commencer à distribuer sur la toile pour que la Sénat monte au créneau pour dire qu'en réalité, voilà notre budget. Parce qu'on n'a pas eu le salaire des ministres, par exemple, il faut monter des salaires pour distribuer sur la toile pour que le gouvernement monte au créneau. Parce que ça, on n'a pas eu, il faut monter de tous pièces ces informations-là pour que les personnes concernées montent au créneau pour rectifier le tir. Et finalement, c'est qu'on a quand même eu la vraie information, même si c'est parce qu'on a fait circuler une fausse information. Et je crois qu'en amont, le travail qui devrait être fait, c'est que les différentes institutions se mettent à l'esprit qu'il ne faut pas attendre que les fausses informations circulent avant de nous donner la vraie, avant de donner la vraie aux populations. Vous avez parlé d'un forum WhatsApp. Si vous n'avez pas... Presse PR. Tout le monde n'est pas dans ce forum. Et c'est vrai que c'est des journalistes, quand on tient l'information de là-bas, on pourrait distribuer. Mais il y a combien de personnes dans le forum? Il y a combien de journalistes qui vont systématiquement relayer l'information? Et donc, les populations ordinaires... Il y a le site du gouvernement. Il y a combien de personnes qui peuvent aller sur le site du gouvernement? C'est-à-dire... C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Accessible à tout le monde. Mais vous savez, quand vous parlez du site du gouvernement, par exemple, quand vous parlez de ces canaux, c'est vrai que par le passé, ça n'existait pas. Et qu'il a fallu que le président et son équipe de communication soient là pour qu'on ait accès à beaucoup d'autres canaux d'information pour s'informer et tout. Mais les Béninois n'ont pas encore cette facilité ou bien ce réflexe-là d'aller sur ces ceux dont on parle ici, ce sont des gens qui ont accès à ces canaux-là et qui fabriquent la fausse information. Mais l'autre chose est que si la Sénat, par exemple, n'a pas le calendrier électoral, la Sénat ne peut pas venir devant les médias et fabriquer un calendrier électoral. Donc forcément, la Sénat doit attendre, être prête pour livrer le calendrier électoral. Vous avez vu que dès lors que la Sénat a reçu la liste électorale, le président de la Sénat a dit, cette semaine, vous aurez le calendrier électoral. On attendait que la liste électorale pour boucler le calendrier électoral. Ça veut dire qu'on attendait un élément clé avant de boucler le calendrier électoral. Lorsque vous parlez en termes d'organisation également, on sait que la Sénat n'a pas droit à l'erreur. Vous ne pouvez pas avoir organisé les élections législatives, les élections locales, la présidentielle, et aujourd'hui ne pas répondre quand même aux attentes du peuple en matière d'organisation des élections. Ce serait, je crois que ce serait franchement une humiliation.
Je ne pense pas. Je crois que le président Tiando a suffisamment le truc là qu'il faut. C'est vrai que le nombre de centres de vote a évolué parce que la population et les droits ont augmenté. On a augmenté un certain nombre de centres de vote. Je crois que ça va faire plus de 200 et quelques centres de vote augmentés. Mais ce ne sont pas des éléments qui vont, en tout cas, faire qui vont ébranler l'institution. L'institution, je crois que la Sénat a suffisamment d'expérience. Et comme je l'ai dit, il faut que très tôt, que les gens soient faits pour qu'on puisse recruter les gens. Il y a la question également du redéploiement des magistrats qui pose souvent problème. On dit non, on veut renvoyer tel à tel, ou bien on veut tel qui disent non, je ne veux pas aller, je ne veux pas faire ci. Donc, je crois qu'il y a tellement de trucs qu'il faut prendre avec la Sénat, c'est déjà où souvent il y a des goulots d'étranglement au cours de l'organisation. Donc déjà, il faut apporter les réponses. Je crois que cette Sénat n'aura pas des raisons de venir nous dire après que ça n'a pas marché à tel endroit ou à tel autre niveau. Alors, et intéressant maintenant pour conclure, Arnaud Domarou et Omar Salouf, à la fameuse date, 28 avril 2019, de ce jour au 28 avril 2019, puisque c'est de la Sénat qu'il est question, l'institution pourra-t-elle tenir dans le temps? Oui, je crois que l'institution a déjà tenu dans le temps. Parce que non, je parlais de la Sénat. Tout à fait. Vous savez que pour la 8e législature, le corps électoral a été convoqué pour le 26 avril. Et pour la 6e législature, le corps électoral a été convoqué pour le 30 avril. La Sénat est restée dans les délais. Donc je crois que la Sénat a déjà l'expérience là. Aujourd'hui, le corps électoral est convoqué pour le 28 avril. Donc 28 avril, 30 avril, 26 avril, on est toujours dans les délais. Et la Sénat a su tenir dans ces délais-là. Donc je crois que la Sénat peut tenir dans ces délais. Vous savez que quand vous avez, mon cher ami parlait tantôt, en termes même du matériel où on fait recours à l'armée, où on fait recours à l'armée, il y a également des institutions internationales qui viennent nous appuyer pour le déploiement de ces matériels roulants et autres matériels qui dans les différents contrées de départements. Je crois que la Sénat a l'expérience et on doit pouvoir être rassuré. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle ne nous déçoive, la Sénat, on l'a vu faire. Je crois que la Sénat va confirmer tout le bien qu'on parle déjà tout le bien qu'on dit de cette institution-là. Vous savez que récemment, la CENI de la Mauritanie, la CENI mauritanienne était au Bénin pour apprendre de la Sénat. Ça veut dire que la commission électorale béninoise du Bénin a déjà une certaine expérience qui fait partie d'elle au-delà de nos frontières et il va falloir le confirmer. Confirmer cette autorité-là pour que le Bénin demeure en matière d'organisation des élections une référence. Omar Salouf. Oui, vous savez, votre chute, vous avez dit que on parle souvent de notre Sénat et ça fait désormais école. Vous savez, j'ai noté quelque chose au Bénin, c'est que le plus souvent, on fait école un temps et par la suite, on chute. C'est-à-dire qu'on invente les choses, on a les bonnes idées, les autres viennent ici nous copier. Et puis par la suite, on a du mal à maintenir la pente, à maintenir la dynamique. C'est pour dire que cette Sénat-là qui a capitalisé autant d'expérience en autant d'années, doit maintenant chercher à aller plus loin, doit chercher à s'améliorer du point de vue organisation, non seulement, mais en termes de moyens à déployer sur le terrain. Il faut que cette Sénat quitte peut-être certains fonctionnements archaïques pour se renforcer dans le secteur numérique où on n'est pas obligé de trimballer les cantines avant de faire les décomptes, où on n'est pas obligé d'attendre des camions de bulletins de vote avant de compiler les résultats. Et j'espère que lors des élections prochaines et avec le temps qui reste, cette Sénat-là va pouvoir mettre en place un dispositif pour permettre à ce que les élections, une fois terminées, qu'on ne passe pas trop de temps avant d'avoir les résultats, pour qu'on ne nous parle pas de semaines ou d'une ou deux semaines. L'élection présidentielle passée nous a permis de savoir que c'est une Sénat qui peut bien travailler si les moyens sont là, parce que l'élection présidentielle, on l'a fait et puis ça n'a pas fait trop de temps avant qu'on ait les résultats. Et donc, pour ces élections législatives à venir, moi je souhaiterais qu'il
qu'il passe encore moins de temps avant qu'on ait les résultats, parce que cette Sénat aurait déjà peut-être fait diligence pour avoir les moyens pour compiler les résultats en un clin d'œil ou dans un laps de temps, et que cela ne pose pas de problème. Nous devons chercher à évoluer. Ceux qui sont venus ici nous copier, peut-être arriver chez eux, ils vont vouloir faire mieux, et ce sera à notre tour peut-être d'aller là-bas pour aller à leur école. Ce n'est pas souhaitable. Il faut qu'on reste dans cette même dynamique-là pour aller un peu plus vite dans l'organisation de nos élections. C'est donc tout pour ce numéro de décryptage, mais ce serait pour ma part une grosse erreur que de ne pas avoir votre avis sur ce qui fait, je dirais, ce qui a fait la manchette aujourd'hui de presque tous les canards, tous les quotidiens, la sortie de la conférence épiscopale du Bénin. Oui, je crois que... Votre brève lecture. Je crois que ça a été l'actualité phare de toutes les parutions, toutes les livraisons de ce jour-ci. Parce que vous savez que l'Église demeure l'Église. Lorsque les évêques parlent, ça attire l'attention de tout le monde. Et ce qu'on retient, entre autres, du message des évêques, c'est la question de la mesure sociale du coronavirus 2019. Ils ont également lancé un appel pour que les législatives ne donnent pas lieu à un achat de conscience, que les gens puissent voter par rapport à leurs convictions, et non par rapport au pouvoir de l'argent. Mais au-delà, les évêques ont salué les mesures sociales prévues dans le BSI 2019 et ils ont souhaité que cela soit mis en œuvre. Et je dis souvent je l'ai dit récemment, que c'est la preuve que la gouvernance, c'est une planification. Une planification. Et lorsque vous n'avez pas une bonne planification, vous ne pouvez pas aller vous ne pouvez pas mieux gouverner. Ça veut dire que c'est déjà vision prospective. Voilà ce qui est prévu en matière sociale dans le budget là est déjà salué par les évêques qui sont quand même des sachants, des personnes qui savent de quoi ils parlent. Ça veut dire que on n'a pas besoin forcément d'être de la mouvance ou de l'opposition pour pouvoir en toute objectivité pour apprécier, pour dire ça c'est pas mal, ça c'est bien vu, mais on souhaiterait que, mais déjà si la planification est bonne, c'est une évidence qu'on puisse attendre à ce qu'on ait de bons résultats et qu'à cela ne tienne à la fin de l'exercice budgétaire de la loi de finances 2019, on pourra véritablement apprécier si les fruits ont tenu la promesse des fleurs. Il faut déjà quand même que le gouvernement puisse prendre la mesure en tout cas, de cette appréciation des évêques qui estiment qui ont salué ces mesures-là, parce qu'on en a besoin. On a gouverné jusque-là, on s'est beaucoup plus focalisé sur le cadre macroéconomique et on a fait des percées. Le Bénin aujourd'hui, en matière, en tout cas, est mieux vu. Il faut accorder de prix au social. Oui, voilà, on doit pouvoir porter un regard plus classique sur le social. Le cadre macroéconomique est bien assaini, d'accord, nous sommes l'une des meilleures économies de la sous-région, c'est vrai, nous sommes mieux vus par les institutions de Bretton Woods, ça veut dire que des efforts ont été consentis pour que le Bénin puisse être désormais... Les impacts sont là. Mais les impacts sont là, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un dégel, il faut prendre en compte le capital humain. Et l'un des projets phares du gouvernement, c'est le projet H. Lorsque la croissance n'est pas une fin en soi, lorsque la croissance n'est pas inclusive, vous sentez que on n'a pas l'amélioration des revenus des citoyens, on observe pas un mieux-être citoyen. Or, dès lors que on aura le temps de disséquer, de consacrer une série de décryptage au budget. Oui, c'est juste pour vous dire que c'est l'homme qui construit, et lorsque l'homme est bien bâti, l'homme peut davantage participer à la production, donc à la productivité, et c'est d'ailleurs pour ça que la croissance doit être inclusive. Très bien. Oumar Salouf, pour finir. Oui, pour finir, sur cette sortie du clergé. Oui, je salue cette sortie du clergé béninois qui a allé dans le sens où on souhaiterait. Après
apprécier le gouvernement, féliciter le gouvernement quand il faut, lui faire les doléances quand il faut. Eh bien, des recommandations aussi. Des recommandations. Eh bien, cela participe aussi de la vitalité de notre démocratie. Si la conférence épiscopale a la possibilité d'opiner sur des questions d'actualité, sur des questions politiques, économiques et sociales, c'est déjà très bien. Et que le gouvernement, de son côté, aussi prenne en compte les recommandations, tout ce que dit le clergé pour améliorer sa gouvernance. Parce que il faut pas... Je n'ose pas croire que le gouvernement pourrait prendre les critiques ou les recommandations du clergé comme des recommandations d'un opposant ou d'une classe opposante, non. Et donc, que l'opposition soit en train de critiquer que le clergé aille dans un sens donné, c'est une bonne chose, et il reste au gouvernement de rester sur la même lancée, de vraiment continuer ou bien de vraiment démarrer le projet social contenu dans le budget exercice 2019 pour le bonheur des populations qui ne demandent que ça, parce que autrefois habitués à du social et que maintenant on a mis en place les réformes que les populations ne comprennent pas forcément, il faut que les choses... Le miel commence à couler et que les populations s'en réjouissent. C'est tout le mal qu'on peut se souhaiter. Merci Omar Salouf et Arnaud Domarou pour la disponibilité. Je vous dis excellente semaine de travail. Merci, c'est un plaisir. Et à la semaine prochaine sûrement. Oui, à la semaine prochaine.